J'estime que c'est extrêmement dangereux que ça soit les politiques qui animent le débat public. Ça fait combien aujourd'hui le crayon en termes de chiffre d'affaires? Le groupe au global, un peu plus de 5,5 millions de chiffre d'affaires. L'industrie des médias, pour moi, est une industrie qui est anti-monopolistique. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, tu fais du politiquement correct. Hein. Oui, mais on me retire YouTube à 11 ans, ma vie est pas la même et elle est moins bien. On est en train de prendre des shoots d'adrénaline, de drogue liés à l'information et au contenu. Bonjour, bienvenue dans Build, le podcast qui parle de ceux qui construisent des choses, de ceux qui font progresser leur entreprise, leur carrière, ceux qui font avancer leurs équipes. Aujourd'hui, en fait, je voulais aborder un sujet qui est prégnant dans notre société, c'est quelle est la place des médias, comment on arrive à construire un groupe de médias rentable, comment on fait en sorte effectivement de pouvoir adresser de manière honnête les sujets, comment aussi on travaille en famille, comment on ne subit pas des pressions de ses actionnaires. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Valran. Salut Valran. Comment ça va? Bienvenue. Ravi d'être là. Ouais, moi aussi. Il y a plein de sujets que je veux aborder avec toi. Je viens d'en dire deux mots, mais je trouve ça très intéressant en fait de parler de médias aujourd'hui parce qu'en fait, ce business de l'attention, c'est un business qui s'est transformé ces dernières années. J'aimerais qu'on discute aussi avec toi de l'impartialité qu'on a quand on est un média. Quelles difficultés on rencontre quand on a parfois des annonceurs ou des clients dans lesquels en fait on va présenter dans notre média en disant qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est bien ou pas bien, mais en tout cas quel est notre libre arbitre par rapport à ça. J'aimerais qu'on discute aussi d'un sujet peut-être dont on parle moins, mais qu'est-ce que c'est aussi de bosser en famille? Qu'est-ce que c'est en fait de monter une boîte aussi avec autant de volonté, en tout cas d'ambition, de croissance et de le faire en famille? Comment on gère ça, tu vois? Je trouve que ça c'est intéressant. Et puis, on te connaît aussi, Valran, parce que en fait, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Tu dis les choses pour de vrai. D'ailleurs, c'est peut-être ma première question. En fait, le crayon, en fait, il explose parce qu'il y a un débat qui se fait dans votre salon, je crois, avec deux personnalités qui ont des idées complètement opposées. Et ce débat, en fait, buzz très fort. Et pour le coup, c'est ça qui lance le crayon. C'est ça qui lance le crayon. Et en fait, à la base, en fait, les gens ne mesurent pas parce que les gens font l'histoire maintenant a posteriori. C'est-à-dire, ils font l'histoire à l'aune du ça marche très bien, on a bien développé le groupe, tout se développe et tout. Mais à la base, nous, notre vraie vision du truc, c'est de créer ce qu'on a juste envie de regarder. On se rend compte qu'autour de nous, que ce soit par nos amis, par notre famille, par ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des désaccords ultra nombreux, mais personne ne les met dans la même pièce pour qu'ils puissent discuter. En politique, si. Alors, sur les plateaux de télé, oui, tu vois, un Mélenchon débattre avec Zemmour. C'est homme politique face à femme politique, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont très similaires, en fait. Enfin, je le dis, ok, ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas les mêmes partis, mais ils sont très similaires. Ils gagnent tous à peu près la même chose, parce qu'ils sont tous hommes ou femmes politiques. Ils sont tous dans le même sérail, ils vivent quasiment tous à Paris, ils sont tous en costume à animer des concepts idéologiques et légaux pour essayer de faire avancer leur agenda. C'est pas le pays, en fait, ces gens-là. C'est les représentants des gens. Et quand on voit le taux de confiance que les Français ont envers leur politique, j'estime que c'est extrêmement dangereux que ça soit les politiques qui animent le débat public. Pour moi, les politiques devraient être la conséquence du débat public et pas la cause et l'origine du débat public. Et puis c'est surtout notre but toujours avec le crayon, c'est d'essayer de se dire... Il y a un nombre de gens qui, par leur naissance, leur éducation, leur réussite personnelle parfois, ont accès à un monde de connaissances, de réseaux, de vision de la société qui est très différent de, on va dire, la majorité des Français. Et nous, le crayon, il y a la dimension évidemment débat, pluralité des opinions, mais aussi la dimension comment cette pluralité des opinions, les rapports de force idéologiques se construisent. Et pour nous, recevoir une Anne Méo, mais d'ailleurs, tout comme on a reçu d'autres personnes, on a reçu un Corentin Evenot, par exemple, de Hop Éloquence, on a reçu un Victor Ferry, qui est un mec qui analyse les discours, aussi dans le but de se dire, qu'est-ce qui se passe en fait derrière le rideau des grands discours politiques, des grands débats politiques. Au même titre qu'on produit nous-mêmes nos propres débats citoyens, d'experts, de militants ou autres, avec en fait toujours cette même grille de lecture, cette même vision qui est comment on fait en sorte que les gens entreprennent leur propre esprit critique. Nous, on est convaincus que c'est jamais les personnes qui regardent le crayon, à la fin, toute notre communauté du crayon pense la même chose, c'est qu'on a vraiment très mal fait notre boulot. Nous, notre but, c'est que les gens... Attends, Valran. On est parti hyper vite sur des sujets passionnants. C'est génial. Sauf qu'on va perdre tout le monde.
Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce que c'est le crayon? Parce que là, on vient de dire, T'as raison, mais on vient de parler du crayon, mais si on redémarre, en fait, au début, moi, j'ai noté en fait quelques chiffres, en fait, déjà pour te présenter. Vas-y, bien sûr. Moi, j'ai noté quelques chiffres. Tu m'arrêtes si je me trompe. J'ai noté effectivement plus de 6 millions d'euros d'abonnés, toutes plateformes confondues, Ouais. que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Plus de 100 millions d'euros de vues par mois sur l'ensemble de ces formats. 10 millions d'euros de spectateurs uniques par mois au global sur l'ensemble des supports. 500 000 abonnés sur YouTube, c'est ça? Exactement, sur le crayon. Voilà, sur le, Parce qu'en le fait, crayon. pour expliquer aux gens, il y a le crayon et il y a les pépites de France. Ok. Donc le crayon, c'est ce pourquoi on a commencé, c'est le nom du groupe, c'est un peu notre vaisseau amiral, mais on a racheté en 2023 les pépites de France, qui était un petit média digital à l'époque et qu'on a vraiment développé pour en faire un média très global sur le tourisme, l'art de vivre et le savoir-faire français. Le but était très simple, c'était redonner du positif et de l'amour, en fait, on va dire, de la vie en France, en fait, sans rentrer dans une dimension qui soit politique. Donc, en fait, être aussi bien curieux du passé, mais surtout tourner résolument vers l'avenir de notre pays. Il a des très beaux endroits, il a une très belle diversité de paysages et autres. Il a des spécificités, des événements, des moments qui l'animent, le Tour de France, les 24 heures du Mans, l'Ultra Trail Mont Blanc, ce genre de choses. Et il a des savoir-faire. Il y a des gens qui produisent, qui font de l'industrie, qui font de l'ingénierie, qui font de l'innovation. Et ça, c'est des choses que le monde entier nous envie. Et nous, on voulait aussi que les Français soient fiers de ce que le monde entier nous envie, quoi, en fait. Et donc, il y a aussi le surligneur. Exactement. Qui, en fait, vont traiter la partie PR, je pense. Ouais, exactement. En fait, nous, le surligneur, notre thèse, c'était de se dire, si on arrive à avoir un pôle agence, on va développer des compétences qui vont nous permettre de développer aussi nos médias. Donc, le surligneur, c'est relations presse et personal branding pour les entrepreneurs. Typiquement, c'est s'occuper d'entrepreneurs comme toi dans le développement de leur image, leur notoriété, leur crédibilité, leur autorité. La question du contenu, donc comment on développe des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des médias, que ce soit d'entreprises ou de personnes. Donc ça peut être très bien European Digital Group avec le Tech Show, comme le média de la région Pays de la Loire sur l'orientation, par exemple. Tu vois. Et l'influence, où on va en fait s'occuper de la stratégie d'influence, d'ambassadeurs, de créateurs de contenu autour d'entités. Donc, c'est ce qu'on va faire avec Boursorama, ce qu'on va faire avec le Paris FC, ce qu'on va faire avec Engie, L'Oréal, SNCF, ce type de boîte. Et c'est ça, Valorant, aujourd'hui, qui vous permet de gagner votre vie? C'est le surligneur qui vient tirer les autres médias? C'est la plus grosse partie du chiffre d'affaires. Okay. Mais chaque média est indépendamment rentable du reste du groupe. Si on séparait chacune des entités, elle serait quand même rentable. Et j'ai pas trouvé les chiffres. Ça fait combien aujourd'hui le crayon en termes de chiffre d'affaires? Le groupe global, on fait un peu plus de 5,5 millions de chiffre d'affaires sur 2025. Ok. Et ça en quelques années, parce que ça démarre en 2021. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que là, on est 5 ans après et vous avez quasiment fait une croissance d'1 million d'euros par an. C'est ça? Ouais, c'est ça. On a quasiment doublé tous les ans, en gros. Ça a été ça un peu le truc, parce qu'on a commencé à 500 000, 1 million 2 millions 4 et là, 5 millions 5, tu vois. Et si tu dois faire la répartition de ces trois activités, en fait, par exemple, le média, le crayon, est-ce que ça gagne de l'argent? Ouais, c'est rentable, ça gagne de l'argent, mais ça représente aujourd'hui, juste le média et le crayon, ça représente 20% du revenu du groupe. Les pépites de France, 20-25% des revenus du groupe et 55-60% pour l'entièreté du surligneur. C'est à peu près ça la répartition. Et est-ce que le surligneur marcherait s'il n'y avait pas le crayon? C'est juste ce que j'allais te dire. C'est qu'en fait, tout ça fonctionne en tant que groupe. Le crayon gagne plus d'argent parce qu'il y a le surligneur. Donc, le surligneur discute avec des marques et intègre parfois le crayon dans des projets qu'on mène avec le surligneur. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, les gens ont envie de bosser sur le crayon, mais nous, on pense que c'est pas adapté à notre ligne éditoriale ou à la manière dont on bosse. Donc, on leur propose de le faire avec le surligneur sur d'autres supports, d'autres manières de faire. C'est-à-dire que typiquement, par exemple... C'est-à-dire que le crayon, quelque part, c'est un peu une forme de cheval de Troie pour aller chercher des clients pour le surligneur? C'est ça que tu veux dire? Ouais, alors oui, mais sauf que nous, on l'a pas pensé comme ça. Dans le sens où le surligneur, c'est plutôt arrivé à un moment où, en fait, il y avait des gens qui voulaient bosser avec nous. Et nous, on leur a dit, vous pouvez bosser avec le crayon. Ils ont dit, oui, mais nous, là, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est pas le média. C'est les compétences qui vous ont permis de monter le média. Et c'est à ce moment-là, en 2022, qu'on a monté le surligneur. Parce qu'on s'est dit, attends, les gens viennent nous chercher parce que ce qu'ils trouvent qu'on a réussi avec le crayon, ça leur plaît, ça leur parle. Ils ont envie d'avancer en fait avec nous sur ce truc-là. Mais c'est pas l'audience du crayon ou la ligne édito du crayon qui les intéresse. C'est les compétences qui ont permis d'y mener. Et comme en fait, il y a aucun autre média digital d'ampleur qui a vraiment développé toute une partie, on va dire, service, compétences au service des autres. En fait, on est seul sur ce marché-là. J'allais te poser la question d'ailleurs, en fait, qui c'est tes concurrents aujourd'hui? Parce que est-ce que justement un brut, c'est votre concurrent?
Nous, on aime bien dire, après, on va dire, est-ce que je fais du politiquement correct? Peut-être que je fais du politiquement correct en disant ça, mais en tout cas, je le pense sincèrement. L'industrie des médias, pour moi, est une industrie qui est anti-monopolistique. C'est-à-dire que si jamais demain, il y avait un acteur, on va l'appeler Bobby. Bobby, il rachète tous les médias qui existent en France. Le lendemain matin, il y a un concurrent qui se monte. C'est le concept même des médias. Donc, c'est-à-dire que vous, quand vous avez développé le crayon, il y a des concurrents qui sont montés. C'est ça que tu veux dire? Complètement, mais d'ailleurs. Et du coup, forcément... c'est qui ces concurrents? Bah, typiquement, nous, on s'est lancé, en gros, à peu près 2021. Mais depuis 2021, il y a eu par exemple 2 gros médias qui ne sont pas des concurrents, mais qui sont des médias dont on admire beaucoup le travail. Plutôt que de concurrents, on préfère de parler des gens dont on admire le travail. Ça permet d'avoir une dimension plus valorisante aussi. Alors de ces ça, personnes-là. pour le coup, là, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu fais du politiquement correct. Hein. Oui, mais des concurrents dont on admire le travail. Mais c'est vrai. En tout cas, c'est très bien dit. Mais mais c'est vrai parce que je n'échangerai pas mon média pour le leur. Mais ça n'empêche pas que je trouve que ce qu'ils font est brillant. Et donc les 2 qui se sont lancés en même temps que nous ou juste après nous, c'est en gros le média positif et Legend. Et il y a ceux qui se sont lancés avant nous. Et là, ça va être en gros Hugo Décrypte et Brut. Tu vois. C'est un peu en gros, on va dire les 4 autres entités qui sont un peu dans notre giron autour de nous. C'est qu'on regarde ce qu'ils font, on regarde comment ils pensent leur modèle, comment ils pensent leur partenariat, et ils nous inspirent beaucoup, en fait. Parce qu'on pourrait dire concurrents, ok, fine, peut-être que sur un deal, ils vont gagner un deal, on va en perdre un, on va gagner un deal, ils vont en perdre un. Ça peut arriver. Mais de fait, c'est surtout des gens qui vont être pionniers dans beaucoup d'approches. Comme nous, on va être pionniers sur d'autres. Sur leur création de contenu, par exemple, tu vois... les équipes de légende, par exemple, il y a beaucoup de leurs podcasts où ils demandent de faire payer leurs invités. C'est leur business model à eux, etc. Alors, il n'y a pas de disclaimer avant, hein, d'ailleurs. C'est assez étonnant d'imaginer qu'il n'y a pas un disclaimer en disant, en fait... il y a la mention, il y a la description et tout. Alors après, c'est peut-être moi, comme je suis dans le YouTube game, peut-être que je le remarque tout de suite. Mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout l'impression qu'on me prend par surprise avec les jeunes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont complètement disrupté le marché. Que ça soit, tu l'as dit très bien, que ce soit Hugo Décrypte ou que ça soit Légende, etc. Ou même vous, en fait, vous avez complètement cassé le marché. D'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, les politiques viennent chez vous. Vous en avez reçu un certain nombre. Et on en refuse beaucoup. Et vous en refusez. Mais on en refuse 80-90%. C'est-à-dire gens, on se mesure ça. Hein. C'est-à-dire que leur attaché de presse vous appelle en disant, en fait, on aimerait qu'un tel ou un tel passe dans le média, etc. Je vais le dire de manière provoque et de manière non politiquement correcte, si tu veux, mais on a eu régulièrement des ministres, surtout des nouveaux gouvernements successifs, parce qu'ils se sont quand même pas mal enchaînés, tu vois, qui nous appellent quand ils viennent d'arriver en poste en disant, voilà, moi j'ai envie de mettre tel sujet sur la table. Et nous, il y en a certains à qui on a dit texto, oui, mais en fait, non. Je veux dire, et pourquoi? Pas parce que, entre guillemets, sans aucune offense, mais vous êtes ministre par intérim. Donc en fait, prouvez-nous que vous avez vraiment, en fait, on va dire, les moyens de votre action, et on vous recevra pour aller discuter du fond et faire autre chose qu'un coup de com'. Parce qu'en fait, nous, on veut pas servir de coup de com' pour les politiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en reçoit si peu. Nous, les politiques qui traitent de fond, qui parlent de sujets de fond, on est ravis de les recevoir. On avait reçu, je vais prendre quelques exemples pêle-mêle, mais on avait reçu un François Ruffin, beaucoup de sujets de fond, super intéressants. Reçu une Mathilde Panot, beaucoup de sujets de fond, super intéressants. Pierre Larouturou, beaucoup de sujets de fond, super intéressants. Est-ce qu'il y a quelques exemples de gens à droite qu'on avait reçus qui est pas mal de fond? François-Xavier Bellamy, beaucoup de fond, super intéressants. Mais c'est pour recevoir des gens qui vont en fait nous réciter les éléments de langage du parti. Au secours, quoi. Au secours. On n'en veut pas, quoi. Et en plus, ils ont tous les médias traditionnels qui, par culture ou par déontologie, sont obligés de relayer la parole des politiques. Et donc, du coup, très bien, ils le font, c'est pas notre rôle. Nous, on veut essayer de privilégier la part des citoyens. Et donc, dans les médias plus traditionnels, on voit bien le débat, j'en parlais tout à l'heure. Bien sûr. Le débat qui est de se dire, effectivement, est-ce que les actionnaires majoritaires, en fait, ont un poids dans les décisions? C'est quoi ta vision là-dessus? Est-ce que, pour le coup, CNews a forcément une influence de son actionnaire, pour toi? Ça me paraît extrêmement difficile de penser l'inverse. Ok. Et je trouve ça même dommage qu'ils n'assument pas pleinement. Au moins, c'est clair, c'est dit. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on fasse tout un tas de trucs tant que c'est légal. En revanche, je n'aime pas l'idée qu'on ne fasse pas un truc de manière assumée. On fait difficilement plus assumé que le Crayon Group. Parce qu'on pense que c'est aussi une des généalogies de la confiance. C'est parce que moi, je suis là sans filtre, en répondant à toutes les questions que tu as, sans jamais me cacher. Ça veut pas dire que mes réponses... Ça veut dire qu'elles sont avec fracas, mes réponses toujours, mais je me plains pas, tu vois. Vrai. Parce que, en fait, aussi, je suis pas certain. J'ai pas un discours où je suis en mode ça, je sais que c'est vrai, ça sera toujours vrai. C'est dur, en fait. On est des entrepreneurs, on est dans le doute.
Donc c'est parce qu'on est transparent qu'on est capable de créer de la confiance. Et moi, je trouve que c'est juste dommage que pas plus de médias le soient. Après, et ça c'est vrai aussi, il y a beaucoup de médias qui ont prête une influence des actionnaires et tout, à qui ce n'est pas le cas. Et donc, comment on fait Ça, c'est comment on aussi un fait truc pour savoir c'est quoi la méthode? Comment on fait pour savoir si effectivement tel ou tel média, en fait, quelque part, est un média transpartisan dont tu l'as parlé et qui a plutôt, en fait, quel média on peut regarder en se disant, en fait, il y a un niveau d'honnêteté? Ah, c'est super difficile parce qu'en plus, nous, on a créé un modèle un peu une espèce de système qui nous permet d'évaluer la valeur d'un média. La valeur en tant que citoyen, la valeur en tant que marque, la valeur en tant que potentiel racheteur. Attends, je te coupe 2 secondes. Vous avez construit un modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez... En gros, un modèle avec des critères. Ah ouais, d'accord. Exactement. C'est très intéressant. Exactement. Mais il n'est pas encore prêt à être rendu public, mais on le fera à terme. Enfin, les spécificités du modèle, mais en gros, le grand modèle, c'est la valeur d'un média, c'est sa confiance fois sa distribution. Plus tu as de confiance et plus le média a une forte portée, plus le média a de la valeur. Et à l'inverse, moins il a de confiance. Quand tu dis valeur, ça veut dire valeur pour de l'information, hein, pas de valeur économique. Les deux. Ah ouais, C'est ok, d'accord. Les deux. Ok. C'est parce qu'il a une grande valeur et une grande portée que les gens lui font confiance, mais que du coup les marques lui font confiance, que du coup les actionnaires lui font confiance. Enfin, c'est tout un modèle vertueux. Et en fait, confiance fois distribution, pour que les gens comprennent, c'est si jamais tu as beaucoup de confiance mais une faible distribution, tu es par exemple La Lettre, un média très B2B pour les dirigeants avec une grosse fiabilité d'information, mais très peu connu. D'ailleurs, il y a peut-être la majorité des gens qui regarderont ce podcast qui ne sauront pas ce que c'est. Tu as ceux qui ont une grosse distribution mais une faible confiance, là tu vas te retrouver sur Minute Buzz. C'est-à-dire que quelque chose, personne n'a vraiment ça n'a pas une très grande crédibilité auprès des gens qui regardent, mais ça fait beaucoup de vues. Et après, tu as quelqu'un qui a une grande distribution et une grande confiance, et là tu vas te retrouver face à un Hugo Décrypte, par exemple, qui a les deux, et là pour le coup, il va avoir une très grande valeur. Et du coup, ça permet un peu de hiérarchiser aussi les médias en fonction Très intéressant. de comment ils fonctionnent, en fait, quelle est leur grille de lecture. Et donc, pour moi, la question de est-ce que c'est transpartisan ou pas, est-ce que c'est idéologique ou pas, pour moi, c'est plutôt la question de est-ce que le public lui fait confiance ou pas, et quel type de public lui fait confiance, et quelle est la déclaration du média. Nous le crions depuis le début, notre but, c'est afficher, c'est assumer, réunir toutes les idées et les opinions pour que vous puissiez vous faire la vôtre. Okay. C'est ça l'idée. Okay. Donc c'est une promesse pour le public, pour l'audience, qui est très basique, très simple, et sur laquelle énormément de gens se reconnaissent et ont une très grande confiance dans notre honnêteté intellectuelle à recevoir le maximum d'idées. Et parce qu'ils le savent, qu'on a reçu des gens très radicalement à droite ou très radicalement à gauche. Donc on est allé assez loin, donc les gens voient bien qu'on est assez solide sur ses appuis. Mais pour moi, c'est la question du respect du contrat éditorial. Si jamais, pour reprendre ton exemple, CNews dit nous, notre but, c'est de lutter pour la justice sociale, c'est-à-dire un truc plutôt de gauche, ou de lutter contre le racisme, bah, les gens vont pas adhérer parce que les gens vont bien voir que le contrat éditorial, il est rompu, donc la confiance sera rompue. Et donc, en fait, pour moi, cette question de médias biaisés, c'est plutôt la promesse que tu fais à ton public et à quel point le public répond ou pas positivement à cette promesse. Et pour moi, c'est là au-dessus où tu vas trouver des choses intéressantes. Et après, sur la question de la neutralité, nous, on a revendiqué à un moment vouloir être neutre, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était ni sain ni positif auprès de ce qu'on construisait, parce qu'en fait, la neutralité parfaite, elle n'existera jamais. Donc, on préfère plutôt dire qu'on est de bonne foi, qu'on est honnête intellectuellement et qu'on est transparent. Ça, on l'est. Après, est-ce qu'on est parfait? Non, c'est sûr que non, personne ne l'est. Et puis, c'est tellement difficile de réunir les gens pour débattre. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on se rapproche quand même chaque année un peu plus du monde où les gens ne se parlent plus. Donc, c'est pas simple comme truc. Et donc, du coup, effectivement, devant ça, on préfère avoir une posture beaucoup plus humble et dire on fait de notre mieux, en toute transparence, en toute honnêteté. Et puis, si ça vous plaît pas, en fait, passez votre chemin, quoi, en fait. Je trouve ça très intéressant, en tout cas, l'idée de processer la valeur que pourrait avoir, tu vois, un média et la manière dont on pourrait imaginer quel est, en tout cas, son modèle de valeur, tu vois, dans une grille de lecture. Je trouve ça très intéressant. Et ça pose la question des algorithmes qui, en fait aujourd'hui, décident de ce qu'on va voir sur nos réseaux sociaux, etc. Et je voulais te parler de ce sujet-là parce que vous aviez lancé pour les précédentes élections présidentielles
une application qui était le top des applications. D'ailleurs, à un moment donné, hein, c'était au top. Ça s'appelait Elise. Et donc, du coup, l'idée, c'était, il y avait une forme de Tinder d'idées politiques en disant, en fait, je swipe si je suis d'accord dans un sens ou dans l'autre si je suis pas d'accord. Et à la fin, ça te disait, bah, vous êtes le plus proche de tel candidat, en fait, à l'élection présidentielle. Je trouve ça hyper intéressant, d'une part parce que c'est hyper moderne, parce que c'est hyper simple et parce que c'est processé. Bravo pour cette initiative. Déjà, est-ce que vous allez le relancer pour les législatives? Est-ce que vous allez le relancer? Est-ce que c'est un projet qui va à nouvelle fois exister? C'est la première question. Attends, réponds pas tout de suite. Et la deuxième question, j'aimerais t'entendre en tout cas sur ces sujets d'algorithme. Parce que on a parlé tout à l'heure de CNews. Je suis récemment, moi, arrivé sur YouTube. Voilà, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et je vois que les algorithmes, en fait, jouent un rôle très, très important. Et que si tu comprends pas la mécanique, c'est quand même très compliqué de pouvoir exister là-dedans. Et que du coup, il faut être très clivant, il faut avoir beaucoup de clivage, il faut avoir des accroches qui soient extrêmement clickbait, pour pas dire bien sûr. etc. Donc, ma deuxième question, c'est comment on gère cette logique-là d'algorithme et comment vous le gérez, vous, de votre côté, pour en fait exister, faire des vues qui font partie, effectivement, aussi de la valeur. Hein. Tu parlais de la distribution tout à l'heure, c'est qu'il faut être vu, quoi. Non, bien sûr. Alors, sur Elise, on regarde. Ça a été un sacré succès. On a fait 3,5 millions d'utilisateurs en 3 mois. Donc, c'est quand même c'est vrai que c'était une dinguerie. C'était n'importe quoi. Et ça m'a Vous n'avez pas capitalisé dessus? Non, non. Moi, je le souhaitais, en vrai, mais mes 3 associés moins. Moi, j'avais très envie, en gros, qu'on garde la base de données et qu'on puisse l'utiliser de manière open source, en fait, pour mieux comprendre, en fait, l'état du pays, la sociologie et tout, pour qu'on puisse en faire une base de connaissances et potentiellement, si il y avait un business model, en trouver un, encore une fois, être utile, être utile et bien payé pour. Modèle de se dire, en fait, des sondages, ça aurait pu très bien être ça. Alors complètement, on avait même d'autres idées, mais je vais pas détailler ces trucs-là ici, tout le monde s'en fout, mais enfin, tout le monde s'en fout, je suis pas sûr que ce soit le truc qui intéresse les gens, mais c'est surtout on essayait vraiment de se dire, enfin moi j'avais toujours cette même logique à l'époque, être très utile, être bien payé pour. Et sur Elise, en gros, on a supprimé, on avait une base de données, on avait la plus grosse base de données de l'histoire de la politique française, et on l'a supprimé parce que beaucoup de gens avaient peur qu'on l'utilise pour favoriser un parti plutôt qu'un autre, pour potentiellement se faire hacker par des pays étrangers. Enfin, ce genre du coup, vous avez eu des pressions? Ah, on a eu des pressions, oui. Ah ouais. Ah, on a eu des coups de pression, sa mère, quoi. Ouais, oui. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Mais des politiques. Ah, mais de tous les politiques, quoi. Des médias, des politiques, des trucs. On a eu des gens qui nous ont dit, ah, mais moi, vous savez, cette base de données, moi, je suis computer science, je peux vous aider à la traiter gratuitement si vous voulez. Je te dis, oui, bien sûr. Puis après, tu regardes et puis tu te rends compte qu'il a affilié à un parti politique, le gars. Loin, hein, c'est planqué un petit peu, mais tu trouves, quoi. Enfin, ah ouais. Ah oui, non, mais des dingueries. Non, mais des trucs de fou furieux. Des appels pour dire, si vous faites pas ça, moi, je vous coupe. En mode coupe de quoi? On sait rien. Enfin, des trucs complètement fous, quoi, vraiment. Ah ouais, donc ça avait créé... bien sûr, mais certains candidats qui nous citent dans leur discours en disant certains, avec leurs petits outils numériques, essaient de manipuler les élections. Ah non, mais des trucs de fou furieux. Franchement, c'était marrant, en vrai. Mais ça, tu te rends compte qu'une fois que tu rentres dans la centrifugeuse de ce truc-là, une fois que tu es le centre de l'attention de ce monde-là... ça a participé, du coup, au fait de se dire, en fait, le projet, en tout cas, on l'arrête, quoi. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. En revanche, ça a contribué au fait qu'on dise cette base de données, elle a l'air d'obséder tout le monde et que tout le monde a l'air de devenir fou devant ce truc-là qui a l'air d'être une espèce de bombe nucléaire à retardement. Bah, en fait, on va juste jeter la bombe nucléaire. C'est toi qui appuies sur le bouton? Non, c'est François. Ok, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il dit... Ah, on a vraiment supprimé la base de données. On avait 450 millions de points de data. Ok. Ouais, c'est fou. Complètement fou. Complètement fou. Si t'imagines que on était qu'à la moitié du nombre d'utilisateurs final qu'on a eu, on a pu se retrouver avec 1 milliard de points de data. Et puis des corrélations du style, si tu es pour le véganisme, tu es contre le nucléaire, mais tu es pour, je sais pas, l'avortement, on aurait pu créer des grilles de lecture. Et donc en fait, tu peux créer un programme qui a une unité d'opinion chez les gens, même si ça ne fait pas de sens d'un point de vue idéologique, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, tu pouvais créer des chaînes en fait de décision sur différentes mesures et tout. C'était fou. Le truc était fou. Mais oui, je comprends. C'était très radioactif comme base de données. En revanche, et à la fois hyper passionnant. Passionnant. Moi, je voulais vraiment qu'on en fasse un truc open source, qu'on balance à tout le monde. Mais mes associés préféraient qu'on soit prudent de A à Z. Et puis, moi, je me plie. Enfin, c'est comme la démocratie dans un pays. C'est pareil dans une boîte. En tant qu'associé, quand tu fais jouer la démocratie, si jamais les gens sont pas d'accord,
tu renonces, quoi, en fait. Et après, sur la question des algorithmes, de manière générale, sur les réseaux sociaux, comment on joue avec ça, moi, je suis convaincu, mais c'est une idée avec laquelle plein de gens sont pas d'accord, mais moi, je suis convaincu que la question d'être très radical sur les contenus pour pouvoir faire des vues n'est pas du tout la bonne obsession. La bonne obsession, c'est de comprendre ce que le public que tu vises ou que tu as déjà aime regarder. Et ça, c'est beaucoup plus important que des trucs viraux. Parce qu'en fait, tu construis pas de marque ou d'audience sur des trucs viraux. Tu construis une marque ou une audience sur la répétition de contenu qu'ils kiffent. Et Mais c'est déjà un algorithme. C'est-à-dire de se Oui, dire, c'est un on va algorithme. te proposer que des choses. Mais c'est pas forcément du buzz. Je comprends. C'est ça que je veux dire. Les pépites de France, niveau buzz, ça se pose quand même là, quoi. Enfin, je veux dire, t'es quand même en train de dire cet événement, il est trop stylé, ce paysage, il est magnifique, ce savoir-faire, cette Oui, mais compétition est-ce que d'innovation, la elle est géniale. construction des vidéos short des pépites de France est construite malgré Ça tout. oui, ça oui, évidemment. Mais n'empêche que le sujet, il est pas très buzz, quoi, si on me Ok, permet. ok. Je veux Le dire, sujet en lui-même. ouais, enfin, je veux dire, je te prends un exemple tout con, mais on a fait un partenariat avec L'Oréal pour mettre en avant une de leurs maisons de production de parfums pour montrer le savoir-faire derrière la production de ce parfum-là. Enfin, Ouais, mais vous utilisez les mêmes codes de buzz, quand même. oui, mais enfin, c'est pas ce parfum, il explose dans ta gueule, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt en mode genre, posé dans le Var, perdu au milieu du Var, se trouve une demeure qui cache un secret mystérieux. Ce domaine, c'est le domaine de la rose. Et là, petite musique de piano, tu vois. Et c'est délicieux comme truc, tu vois. Ok. Donc oui, c'est une mécanique d'algorithme peut-être, mais c'est aussi un travail de la qualité du contenu, en fait. On pourrait aussi le voir dans ce sens-là. Là où sur le crayon... Mais donc, du coup, tu sers, toi, les Ouais. algorithmes, que ce soit avec les pépites de France, Bien sûr. avec le surligneur, parce que Bien pour sûr, que les pour nos clients. dirigeants Pour nos clients, bien pour sûr. que les dirigeants fonctionnent, il faut qu'ils connaissent les codes, etc. Bien sûr. Donc en fait, aujourd'hui, le travail et des médias, et effectivement d'une boîte de PR ou d'influence, plus une boîte comme les Pépites de France, si tu veux exister dans ce paysage des réseaux sociaux, il faut que tu utilises les algorithmes. Oui. C'est ça ma question aussi au Sauf bout. que- Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers d'utiliser tous la dynamique d'utiliser les algorithmes pour montrer aux gens exactement ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils ont envie d'entendre, ou en tout cas des choses qui vont les intéresser? Est-ce que c'est pas antinomique avec ce que tu disais tout à l'heure sur le crayon, en disant en fait moi le crayon, je veux faire débattre tout le monde sur des sujets sur lesquels en fait justement tu n'y as pas accès habituellement, et sur le fait qu'en fait tu vas pas avoir accès à cette information parce que l'algorithme te le propose pas? Je comprends, mais je vais te faire... non, mais c'est- Excuse-moi, Non, elle est mais- longue ma question. Non, mais excellent argument, et j'adore cet argument parce que c'est challengeant et tout, mais je vais raisonner dans le sens inverse. Selon toi, combien il y a de personnes en France qui ont envie d'écouter des sujets de fond, des réflexions de fond de gens de bords et d'idées politiques et idéologiques très différentes? On pourrait imaginer qu'il y a, allez, 6-7 millions de Français qui sont comme ça. Bah, aujourd'hui, le Crayon n'a pas 6-7 millions d'abonnés. Ok. Donc en fait, on peut faire strictement notre ligne éditoriale qui représente exactement nos valeurs sans avoir à faire différent de ça, tant qu'on ne sera pas à 6-7 millions d'abonnés. Je n'ai pas fait le calcul, mais mettons, on n'aura de toute façon pas touché le maximum de gens qui fit avec notre ambition éditoriale de départ. C'est ce que Tu je veux vois, dire. moi, En fait, il faut raisonner à l'inverse. Ouais, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. L'idée de se dire, je fais le plus de bruit possible pour qu'il y ait le plus de gens qui me voient pour gagner le plus d'abonnés, je comprends. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que la bonne méthode, c'est pas plutôt de se dire, je monte le podcast Build, mon but c'est de toucher tous les entrepreneurs ambitieux de France. Mettons, on restreint à ça. Bah, les entrepreneurs ambitieux en France, allez, t'as peut-être au moins 600 000 personnes. Bah, tant que t'as pas 600 000 abonnés, c'est pas une question de est-ce qu'on va mettre un gros titre sur Valorant ou est-ce qu'on va mettre l'extrait de Valorant qui a un peu buzz. C'est quel est le contenu qu'a envie de voir cet entrepreneur ambitieux. Et d'ailleurs, j'en profite à tous pour vous dire maintenant que, en fait, on a remarqué avec Julien qui m'aide à enregistrer cet épisode qu'en fait, vous êtes très nombreux à regarder les épisodes, mais pas assez nombreux à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Valorant, c'est hyper important. La petite C'est cloche. gratuit, ça coûte rien et ça nous aide beaucoup Et surtout, à exister avec les algorithmes. bien sûr, et je le dis au-delà de tout parce que les gens savent maintenant que les abonnés, c'est pas ce qui est le plus important pour faire des vues. C'est surtout que ça permet de faire venir des invités. Et ça, les gens ne le savent pas. Plus t'as d'abonnés, plus les invités viennent parce que c'est une espèce de chiffre un peu qui résume le statut. Merci, Valorant. Non, mais il faut. Et donc, du coup, sur ces sujets d'algorithme, moi, je veux revenir sur un point. Est-ce qu'on n'est pas arrivé sur un système
quelque part à bout de course. Où ça va s'arrêter, cette logique Donc, tout ça, l'algo. Ouais, des courses à l'algo, parce que alors moi je suis un passionné de data. Vraiment, Ouais. je pense que la data c'est hyper important pour piloter une boîte, c'est hyper important pour savoir où va le monde, parce qu'il y a les grandes tendances qui se lisent dans les chiffres, etc. Et puis c'est quelque chose qui ment pas globalement les chiffres. Enfin, je parle pas des opinions. Et pour le coup, aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir dans notre monde, c'est les gens qui sont en capacité de pouvoir influencer ces algorithmes. Est-ce que c'est pas eux, en fait, les maîtres du monde aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ces réseaux sociaux avec les algorithmes, mais c'est en fait, on se trompe de combat? C'est pas les médias, c'est en vrai. Ah, c'est une très bonne remarque. Oui, oui, mais l'algorithme, c'est les gens. Ça, c'est un truc que tout le monde refuse. L'algorithme, c'est les gens. Ça veut pas dire que c'est la bonne version des gens ou le bon côté des gens, mais l'algorithme, c'est les gens. C'est parce que on réagit comme ça à un contenu que l'algorithme le pousse. L'unique objectif de l'algorithme, c'est nous faire rester le plus longtemps sur la plateforme. Si jamais on restait longtemps sur la plateforme parce qu'on regardait des documentaires Arte sur la montée du fascisme dans les années 20, il y aurait que ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça qui fait réagir les gens. Ce qui fait réagir les gens, c'est des mèmes et des blagues, du cul, du drama, des embrouilles, tout ce que tu veux. Et aussi, quand même, des infos, du débat, de l'émerveillement, parce que c'est aussi ça les réseaux sociaux. Il y a aussi des contenus comme ça qui cartonnent. Hugo Décrypte cartonne, les Pépites de France cartonnent, le Crayon cartonne, Legend cartonne. Donc il y a de la place pour beaucoup de trucs. Mais je pense qu'il y avait encore plus précurseur que ça dans cette logique-là, parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase-là. C'est le chanteur des Red Hot Chili Peppers qui dit dans Californication, une petite fille de Suède, get high on information. Plane, prend des shoots d'informations. On est en année 2010 à ce moment-là. On est il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et en fait, il avait tout compris. Et c'est incroyablement juste ce qu'il dit, parce qu'en fait, dans la musique Californication, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, ce qu'il veut montrer, c'est que la Californie est en train d'avoir une dérive de comportement de dépravé et qui est en train de nuire en fait au bonheur de l'être humain. Et lui, c'est de quoi il parle. Il vit en Californie et ça a été un addict à l'héroïne. Et il sort du coup cette phrase absolument magnifique dans Californication, A little girl from Sweden get high on information. Et en fait, c'est ça, toute la clé des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, on est en train de prendre des shoots d'adrénaline, de drogue, liés à l'information et au contenu. Et en fait, ça s'explique, je trouve, assez facilement. Quand tu vois Maduro être capturé par Trump, que tu trouves ça génial ou que tu trouves ça horrible, t'as un sentiment de rush, d'adrénaline, de monstre. Et donc, si tu fais ça et que tu es branché sur les chaînes d'infos en continu, Hugo Décrypte, le Crayon, Legend en continu, tu as en fait ce shot de dopamine où ton cerveau rationnel te dit « je m'informe, j'apprends » et ton cerveau plus subconscient est en mode « waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de voir, c'est hyper excitant, polarisant, fou ». Et Valorant, du coup, il faut interdire les réseaux sociaux aux gamins de moins de 14 ans, il faut leur laisser la possibilité de le faire, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va légiférer là-dessus. Il y a déjà certains pays qui l'ont interdit, en tout cas en dehors de Je l'Europe. crois pas qu'on va réussir à contourner réellement, mais à voir. Et il faudrait le faire, d'après toi? C'est super difficile à dire, parce que d'un côté, moi, j'avais des réseaux sociaux qui étaient moins perfectionnés à l'époque, il faut le dire, mais je les ai eus. J'ai eu YouTube dans les mains à 11 ans. Ça m'a sauvé la vie. Donc j'aurais toujours du mal à dire qu'il faut supprimer. Le contenu court, je suis pas à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des versions kids, comme il y a YouTube Kids d'ailleurs, par exemple, Comme en Chine avec TikTok d'ailleurs. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des versions kids des réseaux sociaux, par exemple, des trucs moins de 15 ans, où en fait, moins de 15 ans, bah en fait, tu sais, typiquement, tu vois tous les explicit content, donc le contenu, on va dire, très dangereux pour le cerveau humain, bah, on le calme et tout, tu vois. C'est une bonne question. J'ai du mal à me prononcer là-dessus. J'ai pas encore un avis définitif. Le truc qui est certain, c'est que ça a un impact sur les gosses. C'est aussi votre audience. C'est-à-dire que vous avez une audience qui est très jeune. C'est partie des questions que je voulais te poser. Oui, mais entre nous, ça changera rien. Oui, mais votre audience qui est très jeune aujourd'hui, je vois que vous l'avez élargie. En tout cas, vous tentez à l'élargir. Oui, mais ça changera rien à notre business. Mais on a des réseaux sociaux moins de 15 ans, nous, on perd très peu d'audience. Probablement que beaucoup de gens sont bien plus menacés que nous, beaucoup plus vite que nous. Et donc, du coup, nous, en proportion même, on remonte s'il se passe ça. Parce que tous les gens qui sont là avec des audiences essentiellement de moins de 15 ans vont perdre beaucoup en valeur. Donc, en fait, nous, on va mécaniquement augmenter en valeur. D'accord, ok, je comprends. Ça m'inquiète pas pour mon business. Je pense même que d'un point de vue un peu tordu, on y gagne.
J'essaie juste de poser la question systémiquement parce que moi, je le dis en tant que Valran, quoi. On me retire YouTube à 11 ans, ma vie est pas la même et elle est moins bien. Parce que YouTube m'a donné une culture sur le cinéma, sur l'histoire, sur la science, sur la philosophie. Dès 11 ans, grâce aux vidéos des vulgarisateurs. Fossueurs de films, Y Penser, Nota Bene, tous ces gens-là m'ont appris des choses extraordinaires et ont fait mon éducation. Au même titre que l'école, voire parfois plus. Et c'est ces gens-là qui m'ont convaincu de m'émanciper, de prendre mes propres risques, jusqu'à moi-même pour faire l'hommage ultime que je pouvais à ces gens-là en créant mon propre groupe média sur les réseaux sociaux. Donc je suis un enfant de ça. Donc c'est dur pour moi de dire qu'un enfant de 11 ans ne doit pas avoir droit à YouTube comme moi j'ai eu droit à YouTube. Je comprends. De fait, il faut aussi dire que là, les vidéos très courtes comme on a sur TikTok, c'est devenu vraiment une bombe cognitive. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait être un média indépendant, tout seul, etc., sans avoir à côté un autre business qui soit capable de le soutenir, ou en tout cas, qui crée en tout cas des liens? C'était ça ma question, en fait, dans le business model. Il y a deux médias qui sont vraiment comme ça, et c'est quasiment les deux seuls à avoir, on va dire, très peu de porosité. C'est dans la version, on va dire, très on va dire, roots, très journalistique plus qu'entrepreneurial. Tu vas avoir un modèle un peu plus à la Thinkerview ou à la Blast, c'est-à-dire financé par la communauté. Ce qu'il y a d'autres biais. Quel niveau d'indépendance quand tu ne peux pas aller contre ta communauté parce qu'elle te finance? Non, mais je pose très ouvertement et très frontalement la question. Tu es plus indépendant avec un sponsor qui a envie de capturer ton audience d'un point de vue client, mais qui va pas te faire chier sur l'édito, ou auprès d'une audience qui, si tu dis l'inverse de ce qu'eux pensent, même si c'est nécessaire et même si c'est vrai, eux se barrent et t'as plus de modèle. Vrai danger. En tout cas, pour les médias gratuits. Bah oui, mais vrai danger. Oui, c'est vrai. Mais même les médias payants. Est-ce que, mais je pose la question pas du tout de manière méchante, mais est-ce que si jamais le mec de Thinkerview dit que Macron a fait un truc bien parce qu'une fois il a fait un truc bien, ou si jamais quelqu'un de chez Blast ou de chez Mediapart dit écoutez, cette personne d'extrême droite elle a fait un truc qui est quand même plutôt cool, ils perdent pas de l'argent. S'ils perdent de l'argent, ils perdent des salaires, ils perdent de la capacité de créer des émissions et des contenus. Donc en fait, je dis pas qu'ils ne le feraient pas. Vraiment, je ne doute pas de leur honnêteté intellectuelle. Je dis juste qu'ils ont un modèle qui ne va pas inciter à ça. Parce que tu vois, c'est très intéressant. Ça fait quelques temps que j'écoute un peu moins Mathieu Stéphanie, parce qu'il a changé un peu sa ligne éditoriale, etc. Mais qui reste le papa un peu de tout le monde sur les podcasts entrepreneuriaux, en tout cas. C'est vrai. Et j'écoutais là François Ruffin, tu vois, chez lui, qui est passé là récemment. Et moi, j'étais d'accord avec François Ruffin sur plein de choses, mais en tout cas, sur le fait qu'il disait qu'en fait, l'aide sociale à l'enfance, globalement, en fait, c'était transpartisan et que tout le monde pouvait être d'accord pour dire oui, qu'en je suis d'accord. c'était une catastrophe là-dessus. Là, je te réponds je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que, pour le coup, tu pourrais être catalogué en disant t'es quelqu'un de gauche, en tout cas, parce que tu trouves que François Ruffin a une idée qui est intéressante? Je comprends ce que tu dis par rapport à ça. C'est intéressant. Et pareil dans le sens inverse. Et parenthèse sur celle en France en plus, parce que moi, c'est un sujet qu'on a vraiment beaucoup traité sur le crayon. Et un exemple de porosité, un de nos clients, c'est Les Ombres, une des plus grosses associations qui accompagne les jeunes isolés de l'aide sociale à l'enfance dans leur réinsertion professionnelle. C'est des milliers de jeunes par an, Les Ombres, qui est notre client en relation presse et qu'on a fait plusieurs fois venir sur le crayon parce que le sujet est important. Et on les a fait venir les fondateurs, on a fait venir des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, on a fait venir différentes personnes parce que la rédaction trouve ça méga intéressant comme sujet, pas parce que c'est notre client. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Donc la porosité, elle va être surtout dans le niveau d'information. On sait que ce gars-là, il est là et on peut aller le chercher là. Mais il ne se fait pas dans le sens où l'agence ne peut pas mettre un coup de pression aux médias pour recevoir quelqu'un. Ça n'est jamais arrivé. Donc, dans le business model, moi, j'ai bien compris. Donc, les pépites de France, globalement, en fait, vos clients, c'est par exemple une région. Tu parlais des Pays de la Loire, là. Bien sûr, région Pays de la Loire. Mais passe une commande et dit, en fait, crée-moi du contenu. Exactement. Et pour promouvoir le tourisme dans la région Pays de la Loire, ça va être L'Oréal qui va pouvoir promouvoir, en fait, une maison de parfum avec toute l'histoire, en fait, qu'il y a derrière cette maison de parfum. Ça va être Veolia ou Notre-Dame ou d'autres qui veulent mettre en avant la question de la marque employeur, des ouvriers, des gens qui travaillent sur le terrain.
Ça va être, qu'est-ce que je peux te prendre d'autre comme exemple? Donc ça, le business model, en fait, globalement, vous créez du contenu pour Exactement. vous. C'est quoi les marges sur cette activité-là? C'est quoi les marges à peu près? Marge brute relativement élevée, c'est-à-dire qu'on doit être à 80% de marge Ah ouais, brute colossal. sur la partie, on va dire, production de médias, Ok, et sur la partie marque blanche, plutôt 40 en gros. ok. Et après, en EBITDA sur les pépites de France, je sais plus exactement. Sur l'EBITDA groupe, globalement, on est sur une vingtaine de pourcents à peu près, Ouais. tu vois. Donc c'est très rentable. Oui, c'est très rentable. Parce c'est- que vous on vendez se bat. essentiellement de la matière grise, c'est ça, hein, parce qu'il y a- Oui, il y a exactement. peu- Oui, mais en fait, quand je dis c'est extrêmement rentable, quand tu compares les business de logiciels, tu vois, Ouais, tout à fait. on En fait tout cas, quand même, on fait quand même pas le figure, tu Ouais. vois. Non, mais Donc ça, c'est le premier business model, c'est les pépites de France, j'ai bien compris. Deuxième Ouais. business model, le surligneur. Donc Ouais. là, c'est pareil. Agence. Vous vendez business model d'agence. du conseil, essentiellement. Du conseil, non, on fait des trucs pour les gens. Ouais, Enfin, vous produisez du contenu aussi pour produit les... du contenu, on va créer, on va faire mettre des gens sur des émissions en relations presse, on va coordonner des campagnes d'influence, enfin, on va faire plein d'activités, c'est vraiment activité d'agence, tu vois, Ok. très standard d'un point de vue du business model. Et le crayon, c'est exactement comme les pépites de France. Vous avez fait beaucoup de croissance, donc tu Ouais. l'as dit, hein, depuis 2021, vous avez quasiment doublé votre chiffre d'affaires quasiment Tous les ans, ouais, quasiment. en permanence. C'est quoi la trajectoire? C'est quoi l'objectif que vous fixiez avec votre groupe média? Nous, on a envie de créer des médias de référence. Combien, je sais pas. Aujourd'hui, on en a 2, peut-être plus un jour. Mais des médias de référence dans leur domaine auxquels les gens ont confiance. Et ça, si on en a, je sais pas, un jour 4, 5, pas non plus 20, quoi, tu vois, juste 4, 5, 6, 7 dans des grands domaines importants où c'est des médias qui sont dans le top 3 de leur domaine et tout le monde leur fait confiance. C'est transparent, c'est documenté, c'est de bonne foi. Nous, on sera très heureux, tu vois. Parce que Ok. du coup, on aura l'impression que notre génération peut, sur tout un tas de sujets, s'informer, avoir confiance et se dire si ce média-là, il appartient au groupe Le Crayon, c'est que derrière, il y a des gens sérieux qui, vraiment, ils ont à cœur de vraiment nous mettre bien avec du bon contenu qui sera sérieux, qui sera bien fait, qui sera sourcé, qui... En fait, j'ai envie de dire, on est des amoureux du produit, quoi. En fait, c'est comme un pâtissier qui adore faire un bon gâteau. Bah oui, il a envie de vendre plein de gâteaux, il a envie que sa marque de gâteau, ça soit la meilleure marque de gâteau du monde, mais il a envie que son gâteau, il soit bon. Vraiment bon. Je trouve qu'il y a une vraie congruence dans votre façon de faire les choses. Voilà, c'est pour ça C'est aussi très que je voulais plaisir. te recevoir, parce que pour le coup, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est pas que de l'image, vous faites les choses pour de vrai et vous les faites exister dans votre quotidien. Toi, tu prends beaucoup la parole, tu es un média. J'ai vu que ta sœur était aussi très présente, Bien sûr. elle était très investie. Vous faites Et beaucoup de Jules choses. Antonin sur des plateformes qui sont moins entrepreneuriales, mais qui sont sur d'autres trucs. Jules, par exemple, mon associé, c'est le plus gros influenceur littéraire de France. Il a plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et il est très régulièrement sur Arte, sur LCP, sur France Culture, France Inter, Le Move, pour justement parler de culture, de comment en fait les créateurs de contenu poussent aussi à plus de culture. On voit un peu le bon côté de la création de contenu et des influenceurs. Et Antonin s'exprime beaucoup sur LCP, BFM, beaucoup de conférences comme ça qui vont en fait plutôt parler de la partie journalistique et éditoriale du crayon, parce que c'est lui qui est sur le crayon. Tu vois. Et tu penses que ça, c'est une de vos clés de la réussite? C'était en fait, toi et tes associés, en fait, d'avoir montré l'exemple de ce que pouvait être pour de vrai le personal brand et la réussite de ce personal brand, Ouais, je pense que pour qu'en fait, vous ayez des clients en disant, en fait, nous, on sait faire, mais regardez, on n'est pas juste en train de vous dire qu'on sait le faire comme une grande partie des agences. Ouais. Nous, on le fait au quotidien. Bah oui, c'est sûr que ça nous aide énormément. Ça donne un marketing et une crédibilité dingue. Mais pour être très franc, on l'a même pas pensé comme ça au début. Ok. C'était plutôt l'inverse. On a su le faire pour nous. Est-ce qu'on est capable de le faire pour d'autres? Oui, 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 oui. Ok, putain, bah, ça marche vraiment en fait comme truc. Ok. Donc en fait, on sait pas juste le faire parce pour nous. On sait juste le faire tout court. Et aussi parce que bon, ça c'est mon côté très fouteux, mais on répond sur le terrain, quoi. Tu vois. Ok. On arrête les grands discours. Je pense que le pays on a ras-le-bol. Ras-le-bol. Et je suis d'accord avec eux. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai ras-le-bol. Ça met les gens n'ont pas ras-le-bol. En tout cas, moi, j'en ai ras-le-bol. Des grandes leçons de morale, de gens qui ont absolument jamais rien fait ce dont ils parlent. Je parle de tech. J'ai monté 5 applications mobiles dans ma vie, dont certaines qui ont complètement planté, hein, mais dont certaines qui ont marché. Élise, l'application de Pépites de France, dans 500 000 utilisateurs, ça marche très bien et tout. Je parle de médias, j'en ai fait, en veux-tu, en voilà, j'en ai créé, j'ai été chroniqueur dans des médias télé, chroniqueur dans des médias web, donné des podcasts, j'ai créé mon propre podcast, j'ai créé le crayon, enfin bref, racheter des médias, j'ai fait vraiment tout ce qui peut exister, ce que tu veux. On parle de démocratie. Nous, on est quand même 4 associés qui sont égalitaires dans le droit de décision au sein de la boîte. Donc, niveau gouvernance, mine de rien, c'est pas quand même un gars qui décide seul tout ce que tu veux, c'est loin d'être ça.
Enfin, on essaye le plus possible d'être, on va dire, la micro-échelle des tests de la vision de la société qu'on porte, en fait, tu vois. On porte une vision ambitieuse, on est nous-mêmes ambitieux pour nous-mêmes. On porte une vision très transparente, on est transparent. On porte une vision très horizontale, on est horizontal. On porte une vision très médiatique, enfin, tu vois. Et on essaye de se dire, nos valeurs partent du réel. On ne décrète pas des valeurs pour après les appliquer dans le réel. On crée des choses dans le réel, on regarde ce qui marche et ce qui est positif pour la société, ce qui nous plaît, et on en fait en fait des valeurs qu'on va porter auprès du grand public. L'avenir des médias, est-ce que en fait, on deviendra tous notre propre média demain? Comment on va construire effectivement comment tu vois l'avenir des médias? Alors, il y a deux questions là-dedans. La première, c'est il y a beaucoup de médias multiplateformes, on le voit beaucoup, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui prennent la parole, et qui construisent leurs médias. Moi, aujourd'hui, si j'ai construit mon média, en fait, d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, on disait deux mots. Ma première boîte, c'était une boîte en fait de médias. Et c'est pour ça que toutes ces questions-là, en tout cas, elles résonnent pour moi parce que j'avais des annonceurs qui me disaient, Xavier, en fait, si je t'achète de la pub, en fait, ça serait bien que tu dises un mot sympa de mon produit ou de ma boîte, etc. à un moment dans ton magazine, tu vois. Ça me posait beaucoup de questions d'éthique et je leur disais en fait c'est pas tout à fait la même chose, on fait pas la même chose, j'ai pas d'incidence moi sur mon équipe de rédaction, etc. Tu vois. Bien sûr, comme Et donc, on a fait au Créon. ouais, exactement, mais en tout cas ces questions-là elles revenaient régulièrement, tu vois. C'était un vrai sujet à traiter en vrai, hein. Surtout quand t'as pas vendu tes quatrièmes de couve et qu'il faut absolument que tu la vendes, etc. Tu vois. Quand t'as une pression économique, t'en parlais tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, moi je monte ce podcast pour plusieurs raisons, mais en tout cas les deux principales, c'est de me dire, moi j'ai envie d'apprendre avec des gens qui font des choses pour de vrai, sur des secteurs d'activité sur lesquels j'opère pas, et comment je crée aussi de la valeur pour mon marché, et comment j'apprends à être un meilleur entrepreneur, tu vois. Soit je vais suivre des formations, ce que je fais aussi en parallèle souvent, mais je trouve que c'est très intéressant en fait de pouvoir cocher les deux cases. Un, je crée un peu de contenu pour mon audience, je trouve qu'elle est importante. Je trouve que c'est important en fait des dirigeants qui portent une parole, en fait d'être un rôle modèle. En tout cas, moi je trouve que c'est pour moi quelque chose qui est très important, d'être vraiment un rôle modèle pour aussi de ceux qui sont capables d'entreprendre. Moi, tu sais, j'étais ouvrier, je suis passé par tous les postes opérationnels de l'entreprise, donc je trouve que c'est important d'être ce rôle modèle-là. Et puis, pour le coup, de faire partager aussi un discours qui peut être très différent de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, ou en tout cas, on a vu que l'audience, elle était, je sais pas comment on peut dire ça, elle était préemptée par des gens dont c'est le métier. Moi, c'est pas mon métier aujourd'hui, même si j'apprends un nouveau métier ici en te posant des questions. Non, tu le fais très bien. Et je trouve que c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir entendre une autre voix. Est-ce que l'avenir des médias, c'est ça? Est-ce que demain, en fait, on aura des gens dont c'est pas forcément le métier, et on le voit, qui donneront leur avis de manière très documentée sur des sujets parce qu'ils en sont des experts et des spécialistes, et que toi, en tant que consommateur, tu iras chercher du contenu que chez les experts que chez les hyper spécialistes. Comment tu vois l'avenir des médias dans 10 ans? C'est une bonne question. Déjà, pour la blague et pour mon auto-promo, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent et de chefs d'entreprise qui veulent avoir une personal brand beaucoup plus forte. S'ils ne savent pas comment s'y prendre, allez au surligneur, on s'en occupera très bien. Au-delà de la blague et de la petite auto-promo, c'est une question qui m'interroge beaucoup. Elle m'interroge fondamentalement depuis que Elon Musk, en rachetant Twitter, a balancé ce tweet qui dit beaucoup de choses et en même temps qui peut être interprétable par plein de manières différentes, qui est You are the media now, en parlant aux gens. Ouais. En fait, c'est interprétable par par plein d'aspects. Le premier aspect, c'est celui que tu dis. Tout le monde devient un média. Je crois pas au côté tout le monde devient un média. Tout le monde devient un acteur de l'écosystème médiatique, mais ne devient pas forcément un média, parce qu'on y reviendra. On devient créateur de contenu, en tout cas. Ouais, exactement. Tout le monde devient un potentiel intervenant dans, on va dire, le brouhaha médiatique. C'est le premier truc. Deuxième truc, You are the media now, c'est aussi, vous êtes capable de faire vivre ou mourir un média. Là où historiquement, tu as une chaîne de télé, va faire mourir une chaîne de télévision, non, elle est là. Elle gagne plus ou moins d'argent, mais elle est juste là. Là, aujourd'hui, un média comme Le Crayon, Hugo Décrypte, Legend, Brut, comme on disait tout à l'heure, on arrête de regarder, il n'y a plus de médias. Donc ça donne un pouvoir aussi aux gens de renforcer ou d'affaiblir par leur consommation le média. Tu vas me dire, ça a toujours été vrai. Oui, mais vu l'abondance de contenu qu'on a aujourd'hui, tu vois, ça pose une question de la rareté, par exemple. Tu vois, cette question de You are En tout cas, du now. business de l'attention. Exactement. Tu sais, ça avait fait un.
je sais pas si tu te rappelles de ça, mais ça avait fait un bad buzz pas possible quand c'est le patron, je sais plus de quelle grande chaîne de télé, qui avait dit Temps de cerveau disponible. ouais, le temps de cerveau Le disponible. patron de TF1 dans les années 2000. Exactement. Très juste d'ailleurs. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye d'avoir tous, du temps d'attention. Ah, moi, oui, mais j'aime beaucoup la phrase de Manuel Diaz, donc, qui est un de nos investisseurs et quelqu'un dont j'écoute beaucoup Le frère de Carlos. le frère de Carlos, Ok, d'accord. effectivement, pour la petite histoire, et qui est un type très brillant, et qui dit vous transférez pas, enfin, c'est pas seulement du temps de cerveau disponible, c'est aussi du transfert de confiance. Et je suis très d'accord avec ça, parce que ça, c'est quelque chose qui change dans la publicité. Publicité télé, entre le 20h, bon, on se retrouve après la pub pour la seconde mi-temps du match de foot, tu vois, mettons. Et là, Renault, ma voiture, elle est trop bien. Pub. Et après, là, il y a le modèle d'aujourd'hui. On est avec Renault et on va tester leur nouvelle bagnole de monstre. Oh là là, elle est incroyable, cette bagnole. Transfert de confiance. C'est pas la même chose. Et on le voit d'ailleurs avec. Et c'est plus puissant. C'est pour ça que je dis ça. On le voit avec Beaucoup plus puissant. Inoxtag, on le voit avec Exactement. Squeezie, qui enfin au début de chaque vidéo, en fait, sponsorise. À partir du moment où les égéries sont devenus eux-mêmes des producteurs de contenu, tu changes complètement de jeu. À partir du moment où, tu sais, historiquement, les Brad Pitt, que je prends d'autres comme exemple, les Beyoncé, enfin, tu vois, ces gens-là incarnaient, on va dire, des marques de vêtements, des marques de mode, des marques de luxe, des marques de bouffe, des marques de tout ce que tu veux, de téléphonie, nanana, d'eau, même. Je me rappelle que de pub de Beyoncé qui faisait une pub d'eau. Enfin bref, voilà, pour la petite anecdote. Bah maintenant, imagine que Beyoncé, elle peut créer son propre truc, que Brad Pitt peut créer son propre truc. Et ça, c'est la version moderne, hein, donc ça va être des podcasters bros comme Logan Paul, ça va être des trucs comme ça, tu vois. Bah en fait, Ça change le game. ça change le game parce que du coup, ils sont capables non seulement de faire de la pub, mais de créer leur propre pub, mais même potentiellement de créer leur propre produit. Donc en fait, tu rentres dans un jeu. Et c'est le Ciao Kombucha de Squeezie, tu vois. Ouais. Qui d'ailleurs apparemment est délicieux, j'ai pas encore testé. Ouais, moi non plus, j'ai pas encore testé parce que je le trouve nulle part. Donc, Bah c'est bravo à lui. Ouais, Il complètement. faut soutenir ouais, ça. mais complètement, je suis d'accord avec toi. Faut Du coup, soutenir ça sera ça. quoi les médias demain Est-ce que Alors en tout cas, dans moi, 10 ans, c'est quoi en fait comment on ira chercher de l'information dans 10 ans d'après toi pour moi, il y aura trois choses. Il y aura en gros la marque, Ok. il y aura le format et il y aura le brouhaha, en gros. La marque, c'est l'institut de confiance, c'est l'institution. Mais ça, on va y arriver avec les IA parce que Oui, mais aujourd'hui- justement, plus il y aura d'IA, mais je vais y revenir sur le brouhaha, plus il y aura d'IA, plus il y aura de besoin de marque de confiance pour être certain qu'on est sérieux. Et je pense que plus il y a d'IA, plus la valeur de la marque Le Crayon, la valeur de la marque Hugo Décrypte, Legend, Brut, augmente. Donc, premièrement, ça va être la marque. Si cette marque-là le dit, ils ont toujours été sérieux, donc je peux leur faire confiance. Deuxième chose, c'est le format. Ah tiens, j'aime bien cette manière de faire. Ah, on commence pas par la news la plus importante, mais on commence par la news la plus drôle. Du coup, tout de suite, c'est cool, mais en même temps, derrière, on est informé. J'aime bien cette manière de faire. Ah, le crayon, il y a un vrai faux au début de l'émission. Donc, en fait, j'aime bien parce que du coup, je peux comprendre pourquoi ils sont pas d'accord et sur quel point ils sont pas d'accord. Et on va y revenir tout au long de l'émission. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien ce format-là. La marque et le format, c'est deux choses différentes. Ce truc-là, on peut nous le piquer. Alors, on passera pour des gros copieurs sa mère, mais on peut nous le piquer. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de gens sont pas gênés. Même nous, on l'a un peu piqué de d'autres trucs qui n'étaient pas sur du débat, mais qui étaient sur d'autres formats. Et après, il y a le brouhaha. Et le brouhaha, c'est-à-dire la multiplicité des contenus de gens qui n'ont pas nécessairement ou une marque ou un format fort et identifié, mais qui peuvent copier, reprendre, repackager tout ce que tu veux, y compris avec de l'IA, et qui du coup vont créer de l'information et de la consommation à très grande échelle avec le brouhaha. Et ça va être les trois grandes consommations. Consommation d'une marque, je fais confiance à ce créateur ou à ce média. Confiance dans un format, j'aime cette manière de faire. Ou confiance. Ou consommation du média, consommation du format, consommation du brouhaha. Super Ça va être intéressant. comme ça que je pense qu'on va avoir le futur des... Et donc du coup, si aujourd'hui je suis un média et je me dis comment je me prépare dans les 10 prochaines années, est-ce que je construis une marque, est-ce que je construis un format, est-ce que je construis le brouhaha? Parce que même le brouhaha, ça se construit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me posait quasiment une dernière question. Dans 10 ans, on refait ton portrait, tu reviens chez Build. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi T'en es où? Qu'est-ce que tu as fait Tu conseilles le futur président de la République avec ta boîte d'influence ou est-ce que... Non, les tensions sociales et les divisions en France se sont réduites. Ok. Moi, je pense que si on fait mon portrait dans 10 ans, on dit on est ravi de recevoir Valentin Liberto, 38 ans,
un des grands acteurs français de la réunion et de l'apaisement des tensions et des divisions au sein des Français. Et là, j'aurais les larmes aux yeux de fierté. C'est vraiment ça, moi, ce qui m'obsède. Gagner de l'argent, c'est trop cool, j'adore ça, et j'ai pas du tout envie de pas gagner d'argent. Juste, en fait, c'est très décroissant comme plaisir, quoi. Une fois que tu gagnes bien ta vie, t'es content de bien gagner ta vie, mais pas besoin de x10, quoi. Tant mieux si j'ai, mais j'ai pas besoin. En revanche, vraiment réussir à résoudre structurellement la division et la séparation entre les Français, ça c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et c'est certes le crayon, mais c'est pas que le crayon, c'est tout le groupe. Les pépites de France permettent de réunir les Français. Le surligneur permet de réunir les Français par plein d'aspects. C'est trop long pour rentrer là-dedans, mais un jour peut-être je donnerai une grande keynote ou une grande conférence où j'expliquerai quel est notre plan pour réunir les Français sur chacun des aspects de ce qu'on construit au crayon. On a d'ailleurs pour nos équipes aligné tout notre business model pour qu'à chaque fois qu'on crée un business model, il soit aligné avec le fait de réunir la société. C'est notre obsession. Obsession. Donc moi, dans 10 ans, si on me dit que j'ai contribué au fait que les Français soient moins divisés et que de fait, ils le sont réellement moins, je serais très heureux et tout le reste, ça sera secondaire, quoi. Super intéressant. C'est quoi aujourd'hui, le réseau social auquel on suit Valorant? Où est-ce que tu es le plus présent? Lequel c'est les médias que tu utilises le plus? Insta LinkedIn. Insta LinkedIn sur où est-ce si on veut suivre Valorant et toutes les conneries qu'il fait, c'est Insta LinkedIn, clairement. Okay. LinkedIn pour la partie plus, on va dire, business premier degré, actualité business, tout ce que tu veux. Et Insta pour la partie, on va dire, un peu plus plongée dans la vie d'un entrepreneur, quoi, en gros. Et moi, dans ce que moi je consomme, en revanche, c'est 90% YouTube. Ok. Moi, je ne veux consommer quasiment que du contenu long. Je suis fatigué du contenu court, on retient rien, on capitalise pas sur ce qu'on apprend. Le long. Moi, j'aime le long. Et j'aime le long aussi, comme ça, tu n'as pas besoin de choisir. En fait, tu mets un contenu qui t'intéresse beaucoup, tu mets un docu Arte d'1h30, bon, bah, tu vas regarder sur 2 jours ce documentaire d'1h30, en fait. Tu vas Mais d'ailleurs, le long a changé de longueur, parce que le long est très long. Le long est très long maintenant. Je pose toujours cette question à la fin de mes interviews, Valorant. Si tu devais nous partager un super pouvoir ou ton super pouvoir ou le super pouvoir qu'il faut développer absolument pour construire la boîte de ses rêves, pour faire en sorte de trouver les bons associés ou en fait pour pouvoir mener en fait le combat de la mission qu'on porte, ça serait quoi? C'est quoi le super pouvoir qu'il faut absolument développer que toi tu as identifié? C'est une bonne question. Dans l'absolu, je dirais que c'est la capacité d'apprentissage, mais ça fait un peu réponse facile, donc je vais t'en donner une vraie après. Mais je le dis quand même parce que c'est un truc que les gens négligent, mais la capacité à apprendre super vite une compétence ou un sujet, c'est vraiment le super pouvoir ultime, mais ça va un peu tout et rien dire et c'est très dépendant des gens. Donc je vais dire le truc qui, moi, en tout cas, me parle beaucoup, c'est le réseau. Et pas le réseau en mode ah ça va, ah ça va, ah ça va. Non, avoir autour de soi un écosystème de gens qu'on aide, qui nous aident, en qui on fait confiance, qui nous fait confiance, qui nous défend, qu'on défend. En fait, avoir un système d'alliance très global qui font qu'il y a énormément de gens à qui tu souhaites leurs meilleurs intérêts et qui te souhaitent tes meilleurs intérêts. Et ça de manière mais systémique. C'est vraiment en mode genre comment tu industrialises ça pour être certain. Parce que là, on parle même pas de relation entre deux individus qui se connaissent et qui s'adorent. On parle d'alliance entre deux personnes qui trouvent que l'autre fait quelque chose qui est à valoriser, qui va dans le bon sens, en tout cas de ses valeurs. Et du coup, que même si il y a des gens dans ce genre de cas-là, je les adore pas humainement, je les aime bien, mais c'est pas mes meilleurs potes, je partirai pas en vacances avec eux. En revanche, je pense que s'ils réussissent leur projet, la société s'en porte le mieux. Et eux pensent pareil de moi, et du coup, on a une espèce d'alliance qui font qu'on va s'entraider sur des trucs et tout, tu vois. Et pour moi, ça, c'est un super pouvoir. Je voulais être mis en relation avec JC Decaux pour faire potentiellement un partenariat avec les Pépites de France. J'ai mis une story. En story, je dois faire peut-être 5000 ouvertures, 6000 ouvertures de story, tu vois. Donc, c'est pas énorme, tu vois, en vrai. J'ai eu 50 personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient m'aider. Bon, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi, ça. Donc voilà, et beaucoup de gens d'ailleurs sont clients du surligneur pour cette raison-là, en premier lieu. C'est-à-dire comment je développe de manière systémique un réseau de gens qui vont m'apporter du business, qui vont me soutenir dans les moments où c'est difficile, qui vont me mettre en relation. Ce truc-là. Et en plus, moi je trouve que ça rend très heureux parce que c'est la vie en communauté, quoi. Tu vois, c'est cette espèce de communauté autour de toi de 500, 600, 1000, 2000 personnes. Ouah, tiens, c'est énorme, bravo pour ce truc-là. Enfin, tu vois, ça se suit. J'aime bien cette ambiance-là, en fait. Tu vois, cette ambiance d'écosystème. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux et c'est aussi, en tout cas, mon bouclier invisible.
il y a quand même plein de gens qui ont essayé de nous nuire d'une manière ou d'une autre. Ça nous a jamais vraiment touché profondément d'un point de vue du chiffre d'affaires, de l'image ou autre, parce que il y a tellement de gens qu'on aide, il y a tellement de gens qui nous aident. Normal qu'en fait, il n'y a rien qui nous arrive, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes très influentes et dans des sphères très différentes qui veulent notre bien et on veut leur bien. Donc en fait, ça crée une espèce de, tu vois, de système de protection, quoi. Une espèce de système de globules blancs, de système immunitaire. C'est ça le mot que je cherchais, de système immunitaire. Et en plus, ça rend heureux parce que du coup, il y a des gens que t'aides et ils font des trucs trop stylés, t'es trop content pour eux et c'est incroyable comme truc, tu vois. Moi, en tout cas, moi, c'est ça le super pouvoir que j'irais développer. Si jamais là, aujourd'hui, j'ai envie de me lancer, de créer un truc et tout, je me dirais, c'est quoi le truc où je dois passer le plus de temps, ce serait celui-là. Merci beaucoup, Valran. Bah, avec un très grand plaisir, c'était content d'être dans Build. Bah ouais, J'ai trop merci kiffé beaucoup l'interview d'être de venu. Carlos. Ouais, c'était trop bien. Merci du coup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Bien évidemment, il fait Abonnez-vous. voilà, abonnez-vous, mettez la petite cloche. On a besoin de vous. En fait, on a besoin d'aide. On demande peut-être pas suffisamment d'aide. Et j'ai remarqué un truc qui est assez magique, c'est quand on demande de l'aide à quelqu'un, globalement, assez volontairement, il le fait. Donc aidez-nous, abonnez-vous, mettez un commentaire pour savoir qui c'est que vous voulez voir dans le prochain épisode de Build. Et bien évidemment, partagez ce contenu à tous les gens que vous aimez et à qui ça pourrait créer de la valeur. Merci beaucoup, merci Valorant. Avec très grand plaisir. Moi, j'aimerais, en tout cas, je te challenge, on l'a reçu sur le crayon en 1v3 et je l'ai trouvé très bon. Je pense que Johan Drahi de Limova Ok, ouais, est un gars, nous, on peut t'envoyer parce que c'est un de nos clients du surligneur, mais il a une vision sur la manière dont tu franchis une boîte très très vite parce que lui, Ok. il est passé de 100 000 balles à 3 millions de chiffre d'affaires en l'espace de 18 mois. C'est méga intéressant comment psychologiquement t'encaisses en fait un truc comme ça. Enfin bref, si ça Ouais, t'intéresse, carrément. je te l'enverrai. Top. Merci beaucoup. Avec grand Merci plaisir. Valorant. À très Ciao. bientôt. Merci à tous.